Soyez rassurés. Je crois que vous avez entendu à l'instant un exposé que M. Guenry a qualifié de hard. Donc, moi, je peux vous dire bienvenue dans le soft. Parce que les choses vont être beaucoup, beaucoup plus simples. On va essayer d'examiner un certain nombre de questions de façon très générale qui concernent l'économie mondiale et qui concernent les économies nationales. Comme on vient de vous le dire, c'est un exposé qui résume très rapidement un petit ouvrage que j'ai publié dans la collection La République des idées au Seuil au mois de septembre dernier, et dont l'objectif est d'essayer d'examiner un point important qui est l'évolution des inégalités dans le monde. C'est une question qui est de plus en plus d'actualité, et de relier cette évolution à la mondialisation. Alors plus directement, si j'essaye d'introduire mon propos, je vais me baser sur des faits. Et les faits ne sont pas nécessairement bien connus de la part de tous. Deux faits. Premièrement, on assiste à un renversement dans l'évolution des inégalités économiques mondiales de deux façons. Premièrement, on observe qu'après avoir cru pratiquement pendant 2 siècles, depuis la révolution industrielle, l'inégalité dans le monde, entre tous les citoyens du monde, si on peut utiliser cette expression-là, a tendance à diminuer aujourd'hui. Depuis à peu près 20 à 25 ans, on observe une très nette diminution de l'inégalité mondiale. Donc là, il y a quelque chose de très important qui est en train d'avoir lieu, et vous pouvez deviner que c'est lié à la croissance d'un certain nombre d'économies émergentes, et notamment d'économies géantes, comme la Chine, comme l'Inde, et dans une moindre mesure comme le Brésil. Mais le second renversement, c'est qu'on observe que dans un très grand nombre de pays, après une période de stagnation, de stabilité de la distribution des niveaux de vie, donc de l'inégalité, on observe une augmentation très sensible de ces inégalités. Le débat existe en France. L'augmentation n'est pas considérable dans le cas français, on va le voir. Il est tout à fait considérable dans d'autres pays, non seulement dans des pays développés, mais aussi dans beaucoup de pays en développement. Alors devant ce double renversement, on se dit, mais finalement, s'il y a quelque chose de commun à un grand nombre de pays, si on observe un phénomène qui est le même, est-ce qu'il n'y a pas une cause commune derrière tout ça? Et la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire la cause commune, c'est finalement la mondialisation. C'est le fait que, parce qu'on est dans une économie mondialisée, les économies nationales sont de plus en plus soumises aux mêmes chocs et réagissent à ces chocs de façon plus ou moins parallèle. Et c'est la raison pour laquelle on observe aujourd'hui cette augmentation de l'inégalité dans un très grand nombre de pays de façon parallèle. Et puis on peut même aussi dire, la mondialisation ces derniers temps, c'est quoi? C'est surtout le fait qu'il y a un rattrapage qui est en train de s'opérer, qui a commencé de s'opérer depuis quelques années, qui est le rattrapage des pays du Nord par un certain nombre des pays du Sud. Et ce rattrapage, si on se dit que c'est surtout les Asiatiques qui sont responsables de ce rattrapage, il est difficile de ne pas imaginer que l'expansion du commerce mondial, et en particulier l'expansion du commerce nord-sud, n'est pas responsable de ça. Donc, l'hypothèse que je voudrais examiner, c'est ça les questions que je vais poser, c'est, premièrement, est-ce que la nouvelle vague de mondialisation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, après des vagues précédentes qui remontent à d'autres périodes, mais la nouvelle vague de mondialisation dont on imagine, on suppose qu'elle a commencé grosso modo vers 1990, grosso modo avec la transition et avec la chute du mur de Berlin et la chute de l'ère soviétique. Est-ce que cette nouvelle vague de mondialisation est bien la cause commune des deux renversements que je viens d'indiquer? Et si c'est le cas, alors quelles sont les perspectives à moyen terme et à long terme? Cette mondialisation, il est assez probable qu'elle va continuer. Maintenant, on peut en discuter et on va en discuter. Il y a des gains à cette mondialisation pour les partenaires, même si
ces gains sont inégalement répartis à l'intérieur des économies. Donc, quelles sont les perspectives qu'on peut imaginer si la mondialisation continue et si effectivement le phénomène, en particulier le phénomène d'augmentation des inégalités nationales, se maintient, et à ce moment-là, quelles sont les politiques que l'on doit mettre en œuvre. Donc très rapidement, je voudrais faire un tour d'horizon de ces questions-là, encore une fois, de façon schématique. Le livre dont j'ai parlé est un tout petit livre, mais en 50 minutes, on n'a pas complètement le temps d'en faire le tour. Donc voilà le plan que je vais suivre. Le double renversement, donc l'effet, vous montrer effectivement ce qui se passe. Deuxièmement, m'interroger sur est-ce que la mondialisation est bien la source commune de ce double renversement. Et puis troisièmement, m'interroger sur les politiques éventuellement à mettre en œuvre si on veut, d'une part, maintenir l'égalisation qui a lieu au niveau mondial, et puis d'un autre côté, si on veut tempérer, même renverser si c'est possible, l'évolution, la hausse des inégalités nationales dans les pays dans lesquels elle a lieu. Donc, premier point, regardons les faits sur l'évolution de l'inégalité mondiale. Alors, premièrement, si on veut mesurer l'inégalité mondiale, comment on fait? Et premièrement, quand on parle de l'inégalité, on parle de l'inégalité entre un certain nombre d'unités statistiques. Notre unité statistique ici, c'est simplement le citoyen du monde. Et donc, je ne vais pas prendre l'inégalité entre pays, je ne vais pas considérer que la Chine est constituée de 1 milliard et quelques de personnes complètement identiques. Je ne vais pas considérer que les États-Unis sont constitués de quelques centaines de millions de personnes complètement identiques. Je vais prendre en compte le fait qu'il y a l'inégalité en Chine, qu'il y a l'inégalité aux États-Unis, qu'il y a l'inégalité au Rwanda ou qu'il y a l'inégalité en France. Donc, on regarde la distribution totale, l'inégalité totale qui existe dans le monde quand on prend l'ensemble des citoyens. Donc, quand on parle de riches dans le monde, et si on prend les gens qui sont tout en haut de la distribution des revenus, on va trouver aussi bien des riches américains, des riches saoudiens, qu'éventuellement des riches brésiliens. Et pourquoi pas, on va peut-être trouver un ou deux riches éthiopiens ou rwandais. Et quand on va parler de pauvres, de nouveau, on va trouver toute une combinaison, tout un arrangement de nationalités dans les plus pauvres. Bien entendu, on trouvera une proportion beaucoup moindre d'Américains et d'Européens dans les plus pauvres du monde, de la même façon qu'on trouvera une bien moindre proportion d'Africains dans les plus riches au monde. Les sources statistiques utilisées sont relativement simples. On a besoin de quoi? On a besoin de représenter les inégalités qui existent au niveau national. De ce point de vue-là, on dispose d'informations relativement fiables, maintenant disponibles dans 80% ou 90% des pays, certainement en tout cas 90% de la population mondiale, qui sont les enquêtes qui sont réalisées auprès des ménages de façon régulière. En France, c'est fait tous les ans. Dans la plupart des pays développés, c'est fait tous les ans. Dans beaucoup de pays en développement ou de pays émergents, c'est aussi le cas. C'est un peu moins fréquent dans des pays plus pauvres. Dans ces enquêtes, on dispose simplement d'informations directes sur la composition des ménages, leur revenu total ou ce qui revient un peu au même, leurs dépenses de consommation. On peut donc établir le niveau de vie relatif ou la distribution des niveaux de vie relatifs des ménages en disant les ménages les plus riches, ils ont un niveau de vie qui est X fois supérieur aux 10% des ménages les plus pauvres. On est capable de prendre en compte les inégalités nationales de cette façon-là. Maintenant, on veut mettre ensemble toutes ces populations nationales pour trouver la distribution mondiale. Alors, ce qu'on va faire, c'est il se trouve que les enquêtes réalisées auprès des ménages, la notion de revenu ou de dépenses de consommation n'est pas exactement la même quand on passe d'une enquête à une autre. Et vous pouvez imaginer que les niveaux de vie ne vont pas se mesurer exactement de la même façon quand on est dans un pays africain et lorsqu'on est dans un pays européen très développé. Donc, il y a un problème d'hétérogénéité des données qui est résolu ici en disant on va normer la moyenne de tous les pays en disant la moyenne d'un pays, c'est le PIB réel par habitant dans ce pays-là. Donc, on garde les distributions nationales,
mais on translate éventuellement le niveau absolu de ces distributions en normant et en ayant une moyenne qui est très exactement le PIB réel par habitant. Alors réel, qu'est-ce que ça veut dire? On compare des pays entre eux, donc il faut évidemment avoir une unité de mesure qui est commune. Alors cette unité de mesure, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Si c'est le dollar, bon, ben, il suffit de transformer toutes les unités monétaires nationales en dollars et on utilise le taux de change. Oui, mais attention, quand vous prenez, prenons le cas de l'euro, vous prenez un euro, avec un euro, vous pouvez acheter en France un certain panier de biens. Vous prenez cet euro, vous allez en Inde, vous le changez en roupies, et vous regardez ce que vous pouvez acheter avec les roupies que vous venez d'obtenir avec l'euro. Et vous allez trouver, vous pouvez acheter beaucoup plus de choses. Les prix, les biens sont meilleurs marchés, toute une série de biens en tout cas, sont meilleurs marchés dans les économies en développement, les économies émergentes, dans les économies pauvres, que dans les économies riches. Et ça, c'est une différence qu'on veut évidemment prendre en compte quand on compare le niveau de vie. La différence est très importante. Dans le cas de l'Inde, de la Chine, ça revient à multiplier le niveau de vie en dollars lorsqu'on a appliqué le taux de change officiel par 3 ou par 4. Donc la différence est vraiment très très importante. Il y a différentes bases de données, j'y reviendrai, bases de conversion pour ce que l'on appelle cette parité du pouvoir d'achat. J'y reviendrai dans un instant parce que c'est quelque chose qui a une importance pour les données qu'on va regarder. Et puis finalement, les données de population, c'est évidemment les données telles qu'on peut les récupérer dans les Nations Unies. Alors qu'est-ce qu'on trouve avec ce genre de calcul? Premièrement, je veux rappeler ce qu'on trouve quand on essaye d'appliquer ce genre de technique de façon beaucoup plus grossière, évidemment, parce qu'on n'a pas le détail statistique dont on peut disposer aujourd'hui. Mais il se trouve qu'avec un de mes collègues historiens économistes, Christian Morisson, il y a un certain nombre d'années, on a appliqué le genre de méthodologie que je viens de décrire à la période historique, en essayant de trouver des équivalents à toutes les notions, tous les concepts que je viens d'indiquer. Et on a fait des analyses de sensibilité très poussées pour montrer que très probablement les erreurs de mesure importantes qu'on faisait sur la période historique n'allaient pas modifier l'évolution que l'on constatait. Vous avez sur ce graphique-là, à partir de 1820 jusqu'à 1990 à peu près, vous avez l'évolution de deux indicateurs d'inégalité mondiale. La courbe rouge correspond à un indicateur qui s'appelle le coefficient de Gini, et qui va de 0 à 1. 1, c'est l'inégalité la plus totale. 0, c'est l'égalité la plus totale. Tout le monde a exactement le même revenu. Et 1, ça signifie que quelques individus dans le monde auraient la totalité du revenu mondial. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez extrême. Et le deuxième, qui est la courbe en bleu, correspond à une autre mesure de l'inégalité, qui est simplement quel est le revenu moyen des 10% les plus riches dans le monde sur les 10%, le revenu moyen des 10% les plus pauvres. Donc c'est vraiment l'écart entre les riches et les pauvres. Et ce que vous constatez que sur pratiquement 2 siècles d'évolution depuis le début de la révolution industrielle, on a une augmentation systématique des inégalités. L'augmentation est importante. On passe, par exemple, pour le coefficient de Gini, de 0,50 au début du siècle à 0,65 à la fin de la période considérée. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de pays dans le monde unique dans lequel le coefficient de Gini soit 0,65. Donc l'inégalité dans le monde est bien supérieure à l'inégalité qu'on peut constater dans les pays les plus inégalitaires du monde, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Brésil, des pays de ce type-là. Donc cette inégalité mondiale est vraiment considérable et ça n'a rien d'étonnant quand on pense aux différences importantes qui peuvent exister entre pays. Mais un autre point intéressant, c'est le fait qu'on constate que sur la période plus récente, c'est-à-dire grosso modo depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a une évolution qui est beaucoup plus plate. Et même quand vous prenez le chiffre d'inégalité du bas, on voit une sorte de retournement qui a lieu complètement en fin de période. Ça, c'est ce que l'on peut dire avec des données assez grossières sur l'évolution de l'inégalité, historique de l'inégalité. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur la période récente. Et c'est ça, le renversement. Sur la période récente, alors, on a une discontinuité dans les données. Pourquoi? Parce que
la période historique, vous pouvez imaginer qu'on n'a pas des données aussi précises que pour la période récente. On n'a pas le même nombre de pays. Il y a des tas de pays qui n'existaient pas au XIXe siècle, qui existent aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'il y a une discontinuité dans les données. Et il y a un tout petit peu plus que ça. L'espèce de discontinuité vers le haut est aussi due au fait que les données historiques sur lesquelles on s'est basé, qui viennent d'un historien économiste aujourd'hui décédé, qui s'appelle Angus Madison, qui est responsable de séries de produits intérieurs par tête depuis pratiquement le début de l'ère chrétienne. Il avait choisi comme parité de pouvoir d'achat pour pouvoir comparer les pays entre eux des indices qui correspondaient à l'année 1990. Récemment, c'est-à-dire en 2005, on a collecté des données de prix qui permettent de faire des comparaisons de pouvoir d'achat beaucoup plus fines. Et on a réestimé ces parités de pouvoir d'achat et on a trouvé que les précédentes n'étaient pas très très bonnes. Et en particulier, on a trouvé que la Chine était beaucoup plus pauvre qu'on ne le pensait, avec des données de prix qui étaient bien meilleures que celles dont on disposait auparavant. Auparavant, on avait des données sur la Chine pour quelques grandes villes chinoises. En 2005, on avait des données sur un beaucoup plus grand nombre de villes chinoises et aussi sur le secteur rural. Et c'est à cause de ça que l'évaluation de la parité de pouvoir d'achat a changé. Et évidemment, si vous rendez les pauvres plus pauvres dans le monde, l'inégalité ne peut qu'augmenter. Et c'est exactement ce qui se passe là. Mais le point important n'est pas là. Le point important, c'est la forme de la courbe. Depuis le point initial, c'est 1989. Les 3 points qui sont sur les courbes de droite, c'est 89, 97 et 2006. Et ce que vous observez là, vous avez dans les deux cas une diminution qui est vraiment très très forte. Qui, dans le cas de la courbe bleue, en fait, prolonge l'espèce de renversement qui a eu lieu vers 1980 ou quelque chose de ce type-là. Et ça, c'est le premier renversement important qu'il y a eu dans le monde. Et l'importance de l'évolution négative est très forte. Vous voyez que si vous prenez la courbe rouge, en l'espace de 25 ans, on a effacé dans le monde de l'inégalité qu'on avait mis, grosso modo, 60-70 ans à construire, ou qui avait mis 70 ans à apparaître. Donc, le mouvement, non seulement existe, mais le renversement non seulement existe, mais il est majeur. Donc voilà le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe maintenant quand, au lieu de regarder le monde, on regarde des pays particuliers? Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va passer là-dessus. Je passe directement à ça. On regarde des pays particuliers, et de nouveau, on prend une perspective historique. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est la part des 5% des plus hauts revenus primaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire primaire? Ça signifie que c'est les revenus avant correction par le système fiscal, avant correction par le processus ou par le système redistributif. C'est ce que les gens touchent comme résultat des opérations qu'ils peuvent faire sur les différents marchés, sur le marché du travail, sur le marché du capital, les rendements de leurs actifs financiers, les rendements des loyers qu'ils peuvent toucher pour leurs propriétés immobilières, etc., etc. Les plus-values éventuellement qu'ils peuvent faire sur leur richesse. Et on a des données de très bonne qualité qui ont été mises au point par un de nos collègues à l'École d'économie de Paris, qui est Thomas Piketty, et puis un autre collègue anglais, Tony Atkinson, pour un assez grand nombre de pays. Ils ont collecté ces données qui viennent surtout des données fiscales, des sources fiscales, et on voit l'évolution de l'inégalité primaire dans ces différentes économies. Ce que vous constatez, c'est une énorme courbe en U. On démarre au début du XXe siècle avec un très haut niveau d'inégalité. On a une diminution de l'inégalité assez forte qui correspond à peu près à la crise pré-Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30, et à la guerre elle-même. Ensuite, on a un plateau. Et puis, à partir de 1980, 85 à peu près, la courbe remonte. Et vous prenez un pays comme les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui sont à un niveau d'inégalité avec cette mesure qui est le même que celui qu'on observait il y a exactement un siècle. Dans le cas des États-Unis, cette évolution est tout à fait incroyable, dans la mesure où on peut montrer que sur les 30 dernières années, la croissance américaine a été appropriée à raison de 60%
par le 1% le plus riche aux États-Unis. Donc, l'inégalité, sans aucun doute, a augmenté de façon très très importante. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que les États-Unis. Le Royaume-Uni, la deuxième courbe, le Japon, troisième courbe, la France. Alors on voit que la France, le mouvement est un peu plus timide, mais il est en train d'augmenter. Les chiffres s'arrêtent en 2009. Apparemment, 2010 et 2011, et 2009 n'est pas une année complètement typique, donc, et 2010-2011 donnerait une augmentation un petit peu plus forte. Et même dans des pays à tradition fortement égalitaire comme la Suède, le pays, la courbe en bleu qui est en bas, on constate une augmentation de l'inégalité. Donc il y a quelque chose de commun à tous ces pays-là. Alors maintenant, vous pouvez dire, oui, ça c'est les revenus primaires, maintenant il y a les impôts. Les impôts corrigent énormément ces inégalités. Qu'est-ce qui se passe? Si au lieu de reprendre ces revenus, ce type de revenus, on prend maintenant les niveaux de vie. Niveau de vie, ça signifie que dans un ménage, on prend le revenu après impôt, après transfert, après prestation familiale, etc., etc. On divise par un indicateur qui prend en compte la composition de la famille, qui fait qu'une famille nombreuse a évidemment besoin de plus qu'une famille peu nombreuse, que les enfants ne demandent pas nécessairement n'ont pas le même type de besoin que des adultes. Quand on prend ça en compte, voilà, publié par l'OCDE, l'évolution des inégalités depuis le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 2000 dans un certain nombre de pays développés. Et ce que vous constatez, c'est que dans les 2/3 des pays développés, on a cette augmentation de l'inégalité, même après la redistribution, même après avoir pris en compte les impôts. Et vous avez des pays dans lesquels l'augmentation est importante. La Finlande est tout en haut. Vous avez une augmentation du coefficient de Gini de 5 points. C'est quelque chose de tout à fait considérable. Et puis, si vous descendez la liste, vous avez les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, des pays dans lesquels on ne s'attendrait pas, a priori, étant donné leur façon de considérer les sociétés, le système redistributif, etc., on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait une augmentation pareille. La France se trouve dans les pays qui sont tout en bas, pour lesquels la variation de l'inégalité sur cette période-là est négative. Mais c'est un tout petit peu trompeur. Si au lieu de prendre le milieu des années 80, le milieu des années 2000, on avait pris le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, on aurait trouvé une augmentation. Et si maintenant, au lieu de s'arrêter au milieu des années 2000, je n'ai pas mis à jour ces données-là, on allait jusqu'à la fin des années 2000, on trouvera en France aussi qu'il y a une augmentation des inégalités. Pratiquement, on ne trouverait plus de pays en bas dans lesquels l'inégalité évoluait de façon négative. Qu'est-ce qui se passe dans les pays en développement? C'est exactement le même type de données que vous avez ici pour un certain nombre de pays en développement. Alors j'avais dans un premier temps exclu l'Amérique latine parce que l'Amérique latine est un continent dans lequel il y a un très haut niveau d'inégalité et l'évolution n'est pas tout à fait la même que dans le reste du monde, mais on n'aurait pas quelque chose de très très différent si en incluant l'Amérique latine. Et de nouveau, on observe qu'il y a un grand nombre de pays dans lesquels l'inégalité a augmenté de façon très très forte. Tout en haut, vous avez la Chine. Et puis un petit peu plus bas, vous allez trouver l'Inde, et puis vous allez trouver l'Indonésie, puis vous allez trouver le Vietnam. De nouveau, on a un grand nombre de pays dans lesquels l'inégalité a augmenté. On a aussi des pays dans lesquels elle a diminué, les pays du bas. Donc on ne peut peut-être pas dire que c'est complètement généralisé, mais en tout cas, on peut dire que dans un certain nombre de pays, notamment les pays les plus importants, il y a véritablement une augmentation des inégalités. Donc voilà, et là vous avez la même courbe que tout à l'heure. Là c'est maintenant le 1% le plus riche. J'ai remis les États-Unis pour mémoire, la courbe en U des États-Unis, qui est la seule vraiment continue. Mais vous pouvez regarder que l'Argentine, que l'Inde a la même forme, la même courbe en U. L'Indonésie, la même, sauf en toute dernière fin de période. Et puis, le phénomène aussi intéressant, c'est ce qu'il y a tout en bas, la Chine, dans lequel on a des données beaucoup plus récentes, sur une période beaucoup plus courte, bien entendu. Mais, de nouveau, on a aussi en Chine cette augmentation de la part des plus riches. Donc, ce phénomène est quelque chose de relativement diffusé ou de relativement commun dans le monde.
J'en viens à ma deuxième partie. Est-ce que cette évolution qu'on vient de constater, inégalité qui décroît dans le monde et inégalité qui croît dans les pays, est-ce qu'on peut relier ça à la mondialisation? Alors, l'inégalité entre pays, il est évident que le facteur décisif, c'est le rattrapage sud-nord. C'est le fait que, depuis l'ouverture économique de la Chine, dans les années 80, depuis l'ouverture économique de l'Inde, l'Inde était probablement une des économies les plus fermées dans le monde. Elle s'est ouverte au début des années 90. Il est évident que ces deux ouvertures ont eu un impact considérable sur l'expansion du commerce mondial, l'expansion du commerce nord-sud en particulier, et que ces deux phénomènes sont responsables, en partie tout au moins, de la vague actuelle de mondialisation. Et en même temps, quand on examine l'évolution de ces économies de l'intérieur, il est difficile de ne pas voir qu'en tout cas une partie de la croissance très rapide de ces économies sur les 20 ou 25 dernières années est due justement à cette ouverture vers le reste du monde. Les exportations, que ce soit au Brésil, en Inde ou en Chine, les exportations ont cru plus vite que le produit intérieur. Donc on peut dire qu'au moins partiellement, la mondialisation a joué un rôle. Certainement pas le rôle unique. La raison pour laquelle la Chine a cru extraordinairement vite a d'autres raisons. Le fait qu'il y a aussi une accumulation de capital, d'investissement, d'infrastructures qui a joué un rôle absolument considérable. Mais c'est difficile d'imaginer que l'ouverture n'a pas joué un rôle important. Donc cette croissance asiatique est le principal facteur d'égalisation mondiale, mais cette croissance asiatique a eu des effets secondaires sur les autres régions en développement. Notamment depuis le début des années 2000, on observe une accélération de la croissance en Afrique, alors que pendant très longtemps, l'Afrique était considérée comme le pays condamné à la stagnation et incapable de croître comme le reste du monde. Depuis le début des années 2000 ou depuis 2002-2003, l'Afrique croît relativement vite. Et pourquoi ? Conséquence de la demande considérable provenant des économies émergentes asiatiques sur les matières premières et le fait que ces économies africaines produisent beaucoup de matières premières. Même chose pour l'Amérique latine. L'Amérique latine est avant tout un pays qui a un avantage comparatif dans certains produits primaires, notamment l'agriculture, mais aussi un certain nombre de produits miniers. Donc, cette accélération de la croissance, en partie due à l'ouverture économique de la Chine, de l'Inde, de l'ensemble du continent asiatique, est responsable, directement ou indirectement, de cette évolution de l'inégalité dans le monde et du renversement de l'inégalité dans le monde. Alors, ce processus, momentanément, semble relativement irréversible. Même beaucoup de gens disent, oui, mais s'il y a une crise, si la crise continue dans les économies développées, si l'Europe croît très lentement et éventuellement décroît, si les États-Unis croissent lentement, etc., alors comment est-ce que ces économies pourront continuer à croître avec des exportations importantes? Elles ne croîtront pas avec des exportations importantes vers les États-Unis ou vers l'Europe. Elles croîtront sur leur propre marché, qui pour l'instant est considérable à cause de la taille de ces économies et qui est très très peu exploité. Donc il y a un potentiel de développement interne à ces économies qui existe et qui est considérable, et aussi, très important, le commerce entre les pays du Sud se développe à une allure très très rapide, et ça permet de penser que ce processus de rattrapage qui a commencé il y a à peu près 25 ans va effectivement continuer. Alors, il faut bien voir qu'on ne peut pas tout attribuer à la mondialisation et dire s'il n'y avait pas cette augmentation de tous les échanges, des échanges entre tous les pays du monde, à ce moment-là, on n'observerait pas le retournement de l'inégalité mondiale que j'ai montré tout à l'heure. Oui, il y a d'autres facteurs qui jouent, certainement. Il y a des facteurs de croissance qui sont spécifiques au pays. La Chine
comme à une certaine époque l'Amérique latine, a été capable, de par elle-même, de croître beaucoup plus vite, simplement en prenant exemple sur les modes de production, les modes d'organisation des pays développés. Ils ont une marge de développement sans innovation fondamentale de leur part, qui est tout à fait considérable. Donc, on ne peut pas dire que ce soit uniquement la mondialisation, mais la mondialisation fait certainement partie de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'inégalité au sein des pays? Alors, le lieu commun, c'est évidemment de dire, ben voilà, les inégalités dans les pays développés, elles augmentent à cause de la concurrence asiatique. On a la concurrence d'une main-d'œuvre non qualifiée, bon marché, dans l'ensemble de l'Asie, que ce soit au Bangladesh, en Chine ou au Vietnam. Et ces gens, à travers leur commerce, à travers le fait qu'ils ont capté une partie de la production manufacturière dans les économies développées, ont contribué à diminuer le salaire, la rémunération des travailleurs moins qualifiés dans nos économies. C'est un raisonnement qu'on entend de façon très très courante. Alors, est-ce qu'il faut effectivement croire ce raisonnement-là? Il est certain que c'est quelque chose qui a joué un rôle à un moment ou à un autre. Est-ce que ça continue à jouer un rôle aujourd'hui? C'est beaucoup plus difficile à dire, dans la mesure où la substitution ou la relocalisation de l'activité économique mondiale qui devait avoir lieu, à partir du moment où s'ouvraient ces énormes économies que sont la Chine et l'Inde, cette relocalisation, elle a eu lieu. Et à la limite, on ne peut même pas se dire, finalement, il n'y a plus de concurrence aujourd'hui entre les pays asiatiques et les pays développés sur la main-d'œuvre non qualifiée, parce que la substitution a déjà eu lieu. Et la main-d'œuvre non qualifiée dans les pays développés, aujourd'hui, elle est beaucoup plus employée dans la production de biens ou de services personnels, mais surtout non échangeables, qui ne sont pas menacés par la concurrence de pays qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'une autre. Donc, il est certain que c'est un facteur qui a joué un rôle, qui est lié à la mondialisation. Maintenant que ce facteur continue à jouer un rôle considérable, et probablement pas quelque chose de correct. Par contre, il y a un autre phénomène qui a lieu. Et ce phénomène, c'est un peu la continuation du précédent. Ce n'est pas exactement l'augmentation des échanges de marchandises qui a lieu ici. C'est le fait qu'on observe que dans les pays développés, une part croissante, un nombre croissant de tâches, plus que de produits, sont relocalisés dans le reste du monde, et en particulier à travers les facilités qu'offre la technologie de la communication. On sait qu'aujourd'hui, les opérations dites de back-office des banques, des compagnies d'assurance, la comptabilité, la surveillance des portefeuilles, la composition des portefeuilles, les services clientèles, ce qu'on appelle les call centers, l'écriture de code informatique, tout ça, c'est de plus en plus outsourcé, ou comme on dit ici, c'est de l'offshoring. C'est envoyé dans d'autres pays, mais c'est des échanges qui sont d'une nature complètement différente par rapport au commerce. On voit beaucoup plus mal ces éléments de commerce, du commerce de services, mais on le cerne beaucoup plus mal. Mais les implications en termes d'inégalité sont très importantes. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant la concurrence n'a plus lieu vis-à-vis d'une main-d'œuvre non qualifiée. La concurrence, elle a lieu vis-à-vis d'une main-d'œuvre qui a un certain niveau de qualification. Les comptables ont un certain niveau de qualification. Les programmateurs, ou les programmeurs plutôt, ont un certain niveau de qualification. Et c'est avec eux qu'il y a effectivement une concurrence. Alors vous pouvez dire qu'en même temps, les programmeurs indiens à Bangalore, eux aussi, voient leurs revenus augmenter parce qu'on leur demande de plus en plus de travail, mais c'est définitivement le cas qu'ils ont contribué à diminuer le revenu relatif d'une partie de cette main-d'œuvre relativement qualifiée, qui se trouve plutôt vers le milieu de la distribution dans nos pays. Donc, si vous mettez les deux éléments ensemble, dans un premier temps, la main-d'œuvre non qualifiée a perdu. Dans un deuxième temps, c'est plutôt le milieu de la distribution qui perd. Finalement, qu'est-ce qu'on observe? Ceux qui gagnent, c'est vraiment le haut de la distribution.
Et les études faites par un certain nombre d'économistes travaillant sur l'évolution du marché du travail, de la structure des salaires, tend bien à montrer que le milieu de la distribution des jobs, des métiers, a l'air de se dépeupler dans beaucoup de pays développés. Et c'est ce phénomène qu'on a ici. Alors, on parle de la concurrence entre les pays émergents et les pays du Nord et les pays développés. Il faut bien voir aussi que la concurrence a augmenté de façon considérable entre les pays du Nord, à commencer d'ailleurs entre pays européens. L'apparition ou la création du marché unique européen dans les années 90, c'est une augmentation de la concurrence entre les pays européens. Et qu'est-ce que ça fait, la concurrence? Ça fait que toutes les entreprises essayent de tirer au maximum leurs coûts et essayent d'économiser sur la main-d'œuvre. Et ce processus a de nouveau certainement eu un rôle dans l'évolution des inégalités. Deux ou trois autres remarques plus mineures. On observe que, de façon factuelle, que les firmes exportatrices, dans la plupart des pays, ont des niveaux de productivité supérieurs aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ça, finalement, qu'elles exportent. Et on constate aussi qu'elles payent des salaires qui sont plus élevés. Donc il y a une sélection par ces entreprises des travailleurs qui sont éventuellement plus qualifiés. Et si les exportations augmentent, ce phénomène est obligé d'augmenter et il va contribuer lui aussi à l'inégalité. Progrès technique. C'est de nouveau une évidence de dire que les technologies de production ont beaucoup changé et en particulier elles ont un biais vis-à-vis du travail qualifié, c'est-à-dire qu'elles demandent de plus en plus de travail qualifié. Le passage, l'informatisation de beaucoup de tâches demande des gens qui soient capables de gérer, de manipuler des ordinateurs, de manipuler des langages, des softwares relativement sophistiqués. Et il est évident que ça, de nouveau, ça a contribué à augmenter le différentiel entre les qualifiés et les moins qualifiés. Puis il y a aussi un autre phénomène qui rejoint un peu une idée dont parlait Roger Guenry tout à l'heure, qui est les économies d'échelle. Et le fait que les économies d'échelle, un certain nombre d'activités, font que celui qui est capable de s'assurer un marché va produire une quantité absolument considérable et va avoir un revenu considérable, alors que les autres auront presque rien. C'est ce qu'on appelle le phénomène du winner takes all. Celui qui gagne la compétition remporte tout. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie du disque, enfin, je ne sais pas si vous parlez de l'industrie du disque, de l'industrie de la musique, le disque n'existe plus. Vous regardez ce qui se passe avec les stars du rock, avec les stars du football, c'est quelque chose de ce type-là qui se passe. On a ces gens ont des audiences qui sont de plus en plus considérables grâce aux progrès techniques. Et à cause de ça, ce sont les meilleurs qui peuvent utiliser ces audiences absolument gigantesques et qui, effectivement, gagnent beaucoup d'argent. Pour donner une petite idée, j'avais dans le livre, je cite ce fait-là, qui est que la dernière tournée mondiale du groupe de rock U2, en moyenne, sur une centaine de concerts, le concert moyen avait 70 000 personnes dans le public. On ne peut pas imaginer, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne peut pas imaginer. Alors, il faut que je vérifie, quelqu'un m'a dit, mais tu devrais aller regarder combien il y avait de monde à Woodstock. Je n'ai pas encore fait, je regarderai, mais c'est un élément très très important, parce que là, c'est une moyenne sur une centaine de concerts. Et il est évident qu'un groupe de moindre importance que U2 ne sera pas capable de remplir des stades comme ils le font. Ça, c'est vraiment un phénomène de winner takes all. Et donc, ça correspond à l'augmentation des inégalités. Est-ce que ce phénomène, il est lié ou il n'est pas lié à la mondialisation? Ça, c'est compliqué à dire. Parce qu'on ne peut pas non plus dire que le progrès technique vient du ciel. Un jour, quelqu'un a une inspiration et dit « Ah, ben voilà, j'ai trouvé ce truc en industrie de la communication ou en informatique, et grâce à ça, on va pouvoir faire telle ou telle opération. » Le progrès technique, l'innovation, elle est produite par une activité de recherche et de développement.
Et cette activité elle-même, elle peut répondre à différentes incitations, et en particulier, elle pourrait répondre à la concurrence qui a lieu. Et la concurrence nord-nord, dont je parlais tout à l'heure, fait que toutes les entreprises cherchent à innover, cherchent à obtenir une compétitivité un peu supérieure à celle de leurs concurrents à travers les innovations. Donc, dans la mesure où la concurrence dans le monde augmente, on peut dire que le taux ou le rythme de progrès technique peut augmenter. Alors maintenant, il y a aussi une partie du progrès technique qui peut être quelque chose de complètement exogène. Puis une autre chose qui relie le progrès technique à la mondialisation, c'est que lorsque une innovation a lieu dans un pays, c'est assez difficile d'imaginer que l'innovation ne se diffuse pas dans un grand nombre de pays. Alors je sais bien qu'il y a le marché des patentes et qu'il y a de la protection des innovations qui a lieu à travers ça. Néanmoins, il y a définitivement des phénomènes de diffusion du progrès technique qui ont lieu de façon automatique et qui font partie de la mondialisation. Ça fait partie de cette partie de la mondialisation qui est de partager la même information. Donc ça, c'est certainement un facteur important. Deux ou trois autres facteurs pour mémoire. Je n'ai pas le temps de développer énormément, mais de nouveau, réponse à la concurrence accrue et venant d'un peu partout dans le monde, on peut penser que tout le mécanisme de dérégulation de nos économies qui a lieu depuis maintenant le début des années 80, d'une certaine façon, est une réponse à la concurrence internationale. Si vous êtes concurrencé, vous essayez d'être le plus efficace, le plus concurrentiel à l'intérieur de vos économies. Et vous essayez de gagner sur tout ce qui paraît inefficace, tout ce qui paraît non concurrentiel. Et donc, quand on parle des privatisations, le fait que des entreprises publiques étaient jugées non efficaces, et donc il vaut mieux remplacer ces entreprises publiques par des entreprises privées qui, elles, vont minimiser les coûts et donc vont participer à un regain de compétitivité dans les économies, on peut considérer que, en partie, encore une fois, je ne dis pas tout, mais en partie, ce phénomène est lié à la mondialisation. On peut parler de la déréglementation du secteur financier comme faisant complètement partie de ce mécanisme. La déréglementation qui a eu lieu dans un très grand nombre de pays du marché du travail, même chose. On essaye de rendre tous les marchés le plus souple, le plus flexible possible pour arriver à gagner en efficacité. Et ces phénomènes, ils génèrent de la contagion. Ça a lieu dans un pays. Les Anglais ont certainement été les champions ou les premiers à lancer ces déréglementations à l'époque de Margaret Thatcher et les États-Unis à l'époque de Ronald Reagan, mais ça s'est diffusé pratiquement dans l'ensemble du monde. Un autre domaine dans lequel il y a eu ce même genre de diffusion, ce même genre de contagion, c'est le fait que la fiscalité, dans la plupart de ces pays, a beaucoup évolué. Et elle est devenue beaucoup moins progressive. Toujours la même chose. Il faut absolument que les gens aient le maximum d'incitation à entreprendre, à innover. Donc il faut que les taux d'imposition tout en haut de la distribution, les taux marginaux d'imposition en haut de la distribution soient relativement faibles. On observe aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Suède, en Allemagne, en Finlande, on observe que sur les 20-25 dernières années, les taux marginaux supérieurs d'imposition ont baissé d'à peu près de 10 jusqu'à 20 ou 25 points de pourcentage, ce qui est quelque chose d'absolument considérable. Donc la progressivité du système fiscal a beaucoup diminué et évidemment, l'inégalité a augmenté. Dans un pays comme la Suède, on peut penser que l'augmentation des inégalités observées après la crise bancaire qu'ils ont eue au début des années 90, il y a eu juste après une réforme fiscale majeure et une grande partie de l'augmentation des inégalités qu'on observe en Suède sur la période que je vous ai montrée tout à l'heure est en fait due à cette réforme du système fiscal. Même chose d'ailleurs en Finlande. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, d'important. On parle aussi beaucoup des attaques contre l'État-providence. C'est la même logique. Pourquoi est-ce qu'on diminuerait l'État-providence? Simplement pour regagner de l'efficacité, de la compétitivité. De nouveau, je n'ai pas besoin de donner ce qui se passe en France comme exemple. Bon,
Maintenant, politique, vraiment rapidement, 10 minutes. Politique à mobiliser pour maintenir pour faire deux choses. D'une part, avec ce que je viens de dire, il y a deux objectifs. Un objectif, c'est on ne veut pas, pour des raisons qui peuvent être des raisons de justice sociale au niveau de la planète, on ne veut pas mettre en danger le processus d'égalisation qui a lieu. Finalement, si du point de vue de l'humanité, il y a une bonne nouvelle sur les 25 dernières années, c'est justement le fait que l'inégalité mondiale diminue, que la pauvreté, le graphique que j'ai sauté tout à l'heure, que la pauvreté mondiale diminue. Songez qu'en l'espace de 20 ans, 25 ans, le nombre de pauvres dans le monde a diminué de 500 millions. Depuis maintenant 25 ou 30 ans, le nombre de pauvres dans le monde diminue, alors que toute la période historique du 19e siècle et de la plus grande partie du 20e siècle, le nombre de pauvres dans le monde, à cause de la croissance démographique, qui n'était pas suffisante, qui était trop importante pour pouvoir... la croissance économique qui n'était pas suffisante pour pouvoir amortir l'effet de la croissance démographique sur le nombre de pauvres, ce phénomène-là s'est inversé sur les dernières années. Donc il y a quelque chose d'important du point de vue de la justice sociale, et maintenant on peut, mais c'est un débat qui nous emmènerait loin, aussi considérer que pour des raisons d'économie politique, d'équilibre à l'intérieur du monde, il est important que le rattrapage sud-nord qui a commencé continue. J'ai dit tout à l'heure, il y a toutes les raisons de penser que, s'agissant des économies émergentes, ce processus va continuer. Là où il peut y avoir un doute, c'est quand on parle des pays les plus pauvres, notamment des pays africains. Si, comme on peut le penser, la croissance rapide des pays africains sur les 10 ou 15 dernières années est surtout due au fait que le prix des matières premières qu'ils exportent est à un niveau extraordinairement élevé. Si ce phénomène se renverse, il peut se renverser parce que, comme le prix des matières premières est de plus en plus élevé, il y aura de plus en plus de producteurs. Et de plus en plus de producteurs vont effectivement contribuer à faire diminuer les prix. Il se peut aussi que le ralentissement de la croissance dans les pays développés, qui est probablement là pour un certain nombre d'années, diminue la demande pour ces matières premières, et donc ces pays-là ne puissent pas jouir pendant très longtemps de cet avantage considérable du prix des matières premières. Si ça, c'est le cas, alors il faut se préoccuper de ces pays-là, parce que ces pays-là peuvent se trouver en queue du peloton et peuvent voir l'écart qui les sépare non seulement des pays les plus riches, probablement pas l'écart qui les sépare des pays les plus riches. Les pays les plus riches vont croître à une vitesse extrêmement lente. Mais l'écart qui les sépare des pays émergents, lui, peut augmenter. Et donc, on peut, dans ces conditions-là, si on ne fait rien pour ces pays les plus pauvres, voir une augmentation de l'inégalité, non pas de façon globale dans l'ensemble de la distribution, mais en tout cas dans le bas de la distribution, et donc avoir un écart de développement qui, soit pour des raisons de justice sociale, soit pour des raisons d'économie politique, encore une fois, peuvent ne pas être jugés satisfaisants. Il faut voir que les prévisions que l'on peut faire aujourd'hui suggèrent que la pauvreté dans le monde, qui aujourd'hui est un problème encore un peu dans l'Asie, dans l'Extrême-Orient, surtout un énorme problème dans la péninsule indienne, qu'il s'agisse du Pakistan, de l'Inde, du Népal, du Bangladesh, et aussi de l'Afrique aujourd'hui, dans une trentaine, une quarantaine d'années, si on a les taux de croissance qu'on observe aujourd'hui, le problème de la pauvreté dans le monde sera exclusivement un problème africain, dû à deux raisons: une croissance plus lente que les émergents, et deux, une croissance démographique beaucoup plus rapide. N'oublions pas que dans les 40 ans qui viennent, la population africaine va doubler et qu'elle va atteindre 2 milliards de gens d'ici 2050 à peu près. Donc là, il est très important, du point de vue des politiques mondiales, de s'assurer qu'il n'y a pas de divergence entre ce pays et le reste du monde. Donc, je rappelle ici les différents types de politiques d'intervention. Elles sont relativement évidentes, donc je ne m'étends pas dessus. S'agissant de la prospective sur l'évolution des inégalités nationales, j'ai dit tout à l'heure,
la mondialisation va très probablement continuer. Et même d'ailleurs, elle peut tout à fait s'approfondir malgré la crise que connaissent les économies en développement. Il y a des arguments très simples consistant à dire si la croissance des revenus est très lente dans les économies développées, alors la consommation va tendance à aller vers des produits bon marché. Les produits bon marché, d'une façon générale, ils sont plutôt produits à l'extérieur, dans les pays émergents. Et donc, si on prend des arguments de ce type-là, on voit que la crise ne va pas arrêter la mondialisation, d'une certaine façon, elle va la renforcer. Donc, je crois qu'il faut vivre avec l'idée que cette mondialisation va continuer, que le progrès technique va continuer, que les forces que j'ai rapidement décrites tout à l'heure vont être présentes et qu'elles continueront d'avoir un effet, alors j'ai dit un effet négatif sur l'inégalité, ce n'est pas, c'est plutôt un effet positif sur l'inégalité, c'est-à-dire ça va entraîner une augmentation de l'inégalité. Ce qui est négatif, c'est éventuellement ça, le fait que l'inégalité augmente. Alors, on peut imaginer toute une série de mesures pour limiter les effets inégalitaires. Je ne vais peut-être pas, à cause du temps, je ne vais pas décrire exactement ça, parce que, bon, on aurait pu parler du protectionnisme, etc. Je ne vais pas en parler, peut-être que ça peut venir dans la discussion. Je vais simplement insister sur le fait que les politiques de redistribution, ça existe. Et bon, il se trouve en France à une période dans laquelle il y a une volonté de la part d'un gouvernement de rétablir des taux d'imposition relativement élevés pour égaliser la distribution. On voit tout le débat que ça crée, on voit les problèmes d'évasion qui peuvent avoir lieu avec des exemples célèbres. Ce qu'il faut voir, c'est que probablement utiliser les politiques de redistribution, en particulier des politiques fiscales plus agressives, dans les pays développés, demande une certaine coordination entre les pays, et c'est quelque chose qui est relativement difficile à obtenir. C'est intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis une volonté de rétablir des taux d'imposition plus élevés. S'il y a plusieurs pays qui vont dans cette direction-là, peut-être que le phénomène va se diffuser. L'autre point sur lequel je voudrais insister, et j'ai presque fini, c'est le fait que dans les politiques d'égalisation, on peut vouloir égaliser a posteriori. On prend les revenus tels qu'ils émanent des mécanismes de marché et on peut vouloir les égaliser. On peut aussi essayer d'égaliser a priori, en amont plutôt qu'en aval. En amont, ça signifie égaliser les possibilités qui sont données à chacun, c'est égaliser les chances d'accès à une éducation de haut niveau, c'est égaliser les chances d'accès au crédit, c'est égaliser les chances d'accès à des services de santé satisfaisantes, c'est agir sur la fiscalité de l'héritage, c'est lutter contre tous les types de discrimination. Certainement, il est possible d'améliorer de façon importante dans la plupart des pays développés ou en développement l'inégalité en jouant là-dessus. Ce n'est pas une réponse à la mondialisation, ce n'est pas une réponse à l'inégalité, aux augmentations d'inégalité telles qu'on vient de le voir. Mais si on poursuit une politique de ce type-là, d'une part, on peut montrer qu'elle sera probablement bénéfique du point de vue de l'efficacité économique et en même temps qu'elle sera bénéfique du point de vue de l'équité dans nos économies. Je termine avec simplement un graphique qui est personnellement le graphique qui me réjouit le plus ces derniers temps. Il s'agit ici de l'inégalité au Brésil. Donc vous avez le Brésil, je l'ai dit tout à l'heure, un pays très inégalitaire dans le monde. Cette courbe en rouge décrit l'évolution du coefficient de Gini, qu'on a vu tout à l'heure, dans le cas du Brésil. Vous voyez que ça fluctue, et ça fluctue très fort vers le haut. La pique qu'on a vers le haut, c'est la crise d'hyperinflation du Brésil, juste avant à la fin des années 80. Ce qu'on observe, c'est que depuis la fin des années 90, le début des années 2000, on a cette formidable baisse de l'inégalité au Brésil, quelque chose qui était parfaitement inimaginable par la population brésilienne il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Cette diminution, elle a pu avoir lieu
sans que la croissance, si vous avez le taux de croissance du produit intérieur par tête au Brésil depuis 1975, sans que la croissance soit véritablement entamée. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette baisse d'inégalité? Il y a toute une série de politiques. Il y a des politiques sociales très progressistes, en particulier des transferts faits vis-à-vis des plus pauvres. Il y a le résultat de politiques éducatives qui ont été entamées, qui ont été entreprises il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. On voit aujourd'hui les gens sur le marché du travail qui bénéficient d'une meilleure éducation. C'est l'évolution de la fécondité, le fait que les familles pauvres ont beaucoup moins d'enfants et donc partagent le même revenu avec beaucoup moins de gens. Tout ça est derrière l'évolution des inégalités. Et on a aussi, sur les dernières années, une accélération de la croissance au Brésil qui a effectivement fait que les salariés de qualification moyenne ont beaucoup bénéficié. On parle au Brésil, quand on regarde, vous avez peut-être entendu parler de ça, on parle de l'éclatement ou de l'explosion de la classe moyenne au Brésil. Il y a cette diminution de l'inégalité, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui ont bénéficié beaucoup plus que d'autres de la croissance brésilienne de ces dernières années, et c'est justement cette classe moyenne dont s'enorgueillissent aujourd'hui les Brésiliens pour montrer que quelque chose est en train de se passer de très important dans leur économie. La raison pour laquelle ce graphique me réjouit, c'est simplement parce que ça montre que l'inégalité, son augmentation ou son niveau n'est pas une fatalité. On peut véritablement agir dessus et je crois que c'est avec cette idée-là qu'il faut prendre les différentes analyses que je vous ai présentées. Je m'arrête, désolé Roger, j'ai été un petit peu...